Le 16 juin 1989, 5 adolescents et leur jeune instructeur ont quitté Colmar pour une excursion de 3 jours dans les Vosges. Aucun d'entre eux n'est jamais revenu. Pendant 27 ans, les familles ont vécu sans réponse, torturées par l'absence, imaginant 1000 scénarios différents. Les recherches massives n'ont rien donné. Les chiens pisteurs ont perdu toute trace. Les hélicoptères ont survolé chaque centimètre de forêt sans succès. Comment 6 personnes peuvent-elles simplement disparaître dans une région que des milliers de randonneurs traversent chaque année? En 2016, une géologue travaillant dans une zone reculée des Vosges a trouvé une boussole enfouie dans le sol. Une boussole gravée aux initiales ML, la boussole de Mathieu Laurent, l'instructeur disparu. Mais ce n'est pas l'objet lui-même qui a bouleversé les familles, c'est l'endroit exact où elle a été trouvée. Un lieu qui n'aurait jamais dû faire partie de leur itinéraire. Un lieu qui change absolument tout ce que l'on croyait savoir sur cette disparition. Qu'est-ce que cette boussole faisait là? Et surtout, pourquoi a-t-il fallu 27 ans pour la découvrir? Avant de continuer avec cette histoire qui a marqué l'Alsace pendant près de 3 décennies, si vous appréciez les enquêtes sur des cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé dans cette petite ville alsacienne, au début de l'été 1989. Colmar, juin 1989. La ville alsacienne, avec ses maisons à colombages colorés et ses canaux qui lui valent le surnom de Petite Venise, respirait l'optimisme de cette fin de décennie. Le mur de Berlin allait tomber quelques mois plus tard, et l'Europe entière semblait sur le point de se transformer. Dans ce contexte d'espoir et de changement, la vie suivait son cours tranquille dans cette commune de 70 000 habitants, nichée au cœur du vignoble alsacien. Le groupe Scout Saint-Martin, fondé en 1952, était une institution respectée à Colmar. Chaque été, depuis plus de 30 ans, des dizaines d'adolescents y apprenaient les techniques de survie, la solidarité et le respect de la nature. Les excursions dans les Vosges étaient un rituel attendu par tous les membres. Un passage obligé vers l'autonomie et la maturité. Mathieu Laurent avait 22 ans en 1929. Fils unique d'un pharmacien et d'une professeure de mathématiques, il incarnait le jeune Alsacien modèle, sérieux, responsable, passionné par la montagne. Diplômé d'un BTS en gestion forestière l'année précédente, il travaillait pour l'Office national des forêts tout en étant instructeur bénévole chez les scouts depuis l'âge de 18 ans. Grand, mince, avec des cheveux châtains toujours un peu en désordre et des lunettes rondes qui lui donnaient un air studieux, Mathieu inspirait confiance. Les parents lui confiaient leurs enfants sans la moindre hésitation. La boussole qu'il portait toujours sur lui était un héritage de son grand-père, André Laurent, qui avait été guide de montagne dans les Vosges pendant 40 ans. Gravée des initiales ML, cette boussole en laiton patiné par le temps était plus qu'un simple outil de navigation pour Mathieu. C'était un lien avec l'homme qui lui avait transmis son amour des montagnes, décédé 2 ans plus tôt en 1987. Le groupe sélectionné pour l'excursion de juin 1989 était composé de 5 adolescents, tous membres actifs du groupe Scout depuis au moins 3 ans. Antoine Mercier, 16 ans, était le fils d'un viticulteur local. Robuste, avec des épaules larges héritées des travaux dans les vignes familiales, il était connu pour son enthousiasme débordant et sa tendance à prendre des initiatives, parfois sans réfléchir aux conséquences. Ses cheveux blonds coupés courts et son sourire perpétuel masquaient une certaine impulsivité que ses professeurs au lycée Bartholdi notaient régulièrement dans leurs observations. Sophie Garnier, 15 ans, était l'opposé d'Antoine par le tempérament. Fille d'une infirmière et d'un employé de la mairie, elle se distinguait par sa réflexion et sa prudence. Mince, avec de longs cheveux bruns qu'elle attachait toujours en queue de cheval, Sophie tenait un journal intime depuis l'âge de 11 ans, où elle consignait méticuleusement ses pensées et ses observations. Excellente élève. Elle rêvait de devenir médecin et voyait dans le scoutisme une façon d'apprendre à gérer les situations d'urgence. Nicolas Weber, 17 ans.
le plus âgé du groupe, était le fils d'un ingénieur chez Peugeot et d'une traductrice. De taille moyenne, les cheveux noirs toujours parfaitement coiffés, il portait en permanence un appareil photo Minolta que ses parents lui avaient offert pour ses 16 ans. Passionné de photographie, il documentait chaque sortie scout avec un sérieux quasi professionnel. Son projet était d'intégrer une école de photographie à Strasbourg après son baccalauréat. Claire Fontaine, 15 ans, était la fille d'un couple de restaurateurs qui tenait un Winstub réputé dans le quartier de la Cruteno. Petite, énergique, avec des cheveux roux qui reflétaient son caractère de feu, Claire était connue pour son franc-parler et son sens de l'humour. Elle adorait la nature et passait ses week-ends à dessiner les paysages alsaciens dans un carnet à croquis qu'elle emportait partout. Julien Renard, 16 ans, complétait le groupe. Fils d'un professeur d'histoire et d'une bibliothécaire, il était le plus introverti des 5. Grand et mince, avec des cheveux châtains qui tombaient souvent sur ses yeux verts, Julien était un lecteur vorace qui préférait l'observation à la participation active. Les autres scouts le taquinaient gentiment sur sa tendance à être toujours plongé dans un livre, même pendant les pauses des randonnées. Ces 5 adolescents formaient un groupe soudé, malgré leurs différences de personnalité. Ils se connaissaient depuis des années, ayant grandi dans les mêmes quartiers de Colmar, fréquenté les mêmes écoles. Leurs familles se croisaient régulièrement au marché couvert, dans les vignobles environnants, lors des fêtes locales. C'était cette familiarité, cette confiance mutuelle, qui rendait l'excursion prévue si naturelle, si ordinaire. Le parcours planifié pour les 15, 16 et 17 juin 1989 était classique, emprunté par des dizaines de groupes de scouts chaque été. Départ de Münster, une petite ville thermale située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Colmar. Puis montée progressive vers le massif du Honeck, point culminant des Vosges à 1362 mètres d'altitude. Le groupe devait passer 2 nuits en refuge, avec des étapes de randonnée de 15 à 20 km par jour sur des sentiers balisés, largement fréquentés pendant la saison estivale. La météo annoncée pour ce week-end de juin était idéale. Température douce oscillant entre 15 et 22 degrés, ciel dégagé, aucune précipitation prévue. Les Vosges, en cette période de l'année, offraient leurs plus beaux paysages. Prairies d'altitude couvertes de fleurs sauvages, forêts de sapins denses et fraîches, vues panoramiques sur la plaine d'Alsace jusqu'à la forêt noire allemande. Le vendredi 15 juin au matin, les 6 membres du groupe se sont retrouvés devant le local scout de la rue des Clés à Colmar à 7 heures. Les parents étaient présents pour les au revoir, prenant des photos, vérifiant une dernière fois le contenu des sacs à dos. Marie-Laurent, la mère de Mathieu, avait préparé des sandwichs supplémentaires qu'elle avait glissés dans le sac de son fils. Jean-Paul Mercier, le père d'Antoine, avait insisté pour vérifier personnellement l'équipement de secours. Trousse de premiers soins, couverture de survie, lampe torche, sifflet d'urgence. Tout semblait en ordre. Mathieu avait l'expérience, les adolescents étaient bien préparés, l'itinéraire était sûr. À 8 heures précises, le minibus du groupe scout, conduit par Mathieu, a quitté Colmar en direction de Münster. Les parents ont agité la main jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au coin de la rue. Aucun d'entre eux ne pouvait imaginer que c'était la dernière fois qu'ils voyaient leurs enfants. Le trajet jusqu'à Münster a duré environ 45 minutes. Le minibus a été aperçu par plusieurs témoins, traversant les villages viticoles de Winsenheim et Turkheim. À 9h15, Mathieu s'est arrêté à une boulangerie de Münster pour acheter des brioches et des croissants pour le petit déjeuner. La boulangère, Madame Hélène Schmidt, se souvenait parfaitement de ce groupe joyeux qui avait envahi sa boutique ce matin-là. Elle avait même échangé quelques mots avec Mathieu, lui recommandant les meilleurs points de vue sur le circuit qu'il avait mentionné. À 10 heures, le groupe a garé le minibus sur le parking des randonneurs à l'entrée de Münster, un espace aménagé spécialement pour les visiteurs souhaitant accéder au sentier des Vosges. C'est là que leur trace devient plus fragmentée, reconstituée plus tard à partir de témoignages épars. Un couple de retraités allemands en vacances les a vus commencer l'ascension vers 11 heures.
Les jeunes bavardant et riant, Mathieu consultant sa carte topographique. Un berger qui gardait ses moutons sur les pentes a croisé le groupe vers 13 heures, alors qu'il faisait une pause déjeuner près d'une source connue des randonneurs locaux. C'est la dernière observation confirmée du groupe au complet. 6 personnes en bonne santé, bien équipées, sur un sentier fréquenté par une belle journée d'été. Et puis, plus rien. Comme si la montagne les avait simplement avalés. Le dimanche 17 juin 1989 au soir, le groupe aurait dû être de retour à Colmar à 18 heures. Marie-Laurent avait préparé un dîner spécial pour accueillir son fils. Les autres familles attendaient également leurs enfants avec impatience, curieuses d'entendre les récits de l'excursion. À 18h30, aucun signe du minibus. À 19h, l'inquiétude a commencé à se manifester. Marie-Laurent a téléphoné à la famille Mercier, puis au Garnier. Personne n'avait de nouvelles. À 19h45, Jean-Paul Mercier a contacté la gendarmerie de Colmar. L'adjudant de service, un homme d'une 50aine d'années habitué au retard de randonneurs, a d'abord tenté de rassurer les familles. Les groupes prenaient souvent du retard, surtout avec des adolescents. Peut-être s'était-il arrêté pour admirer un coucher de soleil, ou avait-il vu une crevaison. Il a néanmoins noté les informations et promis de lancer des vérifications. À 20h30, un gendarme s'est rendu au parking de Münster. Le minibus du groupe scout était toujours là, exactement où Mathieu l'avait garé le vendredi matin. Les portes étaient verrouillées. Rien ne semblait avoir été forcé. À l'intérieur, visibles à travers les vitres, se trouvaient les sacs de rechange que le groupe avait laissés, contenant des vêtements propres pour le retour. Cette découverte a immédiatement transformé un simple retard en situation préoccupante. À 21h, l'alerte officielle a été lancée. Le capitaine Henri Colmar, responsable de la brigade de gendarmerie de Colmar, un homme de 43 ans, avec 20 ans d'expérience, a pris personnellement en charge l'affaire. Grand, avec des cheveux grisonnants et un regard perçant qui ne laissait rien passer, Colmar était connu pour son professionnalisme et sa détermination. Il avait coordonné plusieurs opérations de recherche en montagne au cours de sa carrière, mais jamais impliquant 6 personnes simultanément. Dans la nuit du 17 au 18 juin, une première équipe de secours composée de 15 gendarmes et de 8 membres du peloton de gendarmerie de haute montagne a été déployée. Équipés de lampes torches puissantes et de talkies-walkies, ils ont commencé à ratisser les sentiers principaux autour de Münster. La température était descendue à 8 degrés et une brume épaisse rendait la progression difficile. Les appels lancés dans la nuit ne recevaient que l'écho des vallées en réponse. Le lundi 18 juin à l'aube, l'opération de recherche a pris une ampleur considérable. 120 personnes ont été mobilisées. Gendarmes, pompiers, membres du PGHM, volontaires locaux qui connaissaient chaque recoin des Vosges. 3 hélicoptères de la gendarmerie ont survolé la zone, équipés de caméras thermiques capables de détecter la chaleur corporelle à travers la canopée forestière. Des chiens pisteurs de la gendarmerie nationale sont arrivés de Strasbourg. Les familles ont convergé vers Münster, installant un campement de fortune dans la salle des fêtes du village que le maire avait mise à leur disposition. Marie-Laurent, le visage ravagé par l'angoisse, serrait contre elle le pull que Mathieu avait laissé dans sa chambre. Suzanne Garnier, la mère de Sophie, ne cessait de répéter les mêmes mots. « Elle est prudente. Ma fille est si prudente, elle ne ferait rien de dangereux. » Jean-Paul Mercier organisait les volontaires avec une énergie frénétique, incapable de rester immobile, comme si l'action pouvait repousser la terreur qui le gagnait. Les chiens pisteurs ont été conduits au parking où se trouvait le minibus. On leur a fait sentir des vêtements appartenant aux disparus. Les animaux ont immédiatement pris une piste, remontant le sentier principal vers le col de la Schlucht, l'itinéraire prévu par Mathieu. Pendant plusieurs kilomètres, les chiens ont suivi une trace cohérente. Puis, à environ 8 kilomètres du point de départ, près d'un croisement de sentiers à 1000 mètres d'altitude, ils se sont arrêtés, tournant en rond, manifestement désorientés. C'était comme si le groupe s'était évaporé à cet endroit précis. Le mercredi 20 juin, 4 jours après la disparition, une première découverte a été faite.
un randonneur allemand a trouvé un sac à dos rouge à environ 200 mètres du sentier principal, partiellement caché sous des fougères. Le sac appartenait à Claire Fontaine. À l'intérieur, les gendarmes ont trouvé son carnet à croquis, une gourde encore à moitié pleine, une veste coupe-vent et quelques barres énergétiques. Curieusement, aucun signe de lutte ou de panique. Le sac semblait avoir été posé là délibérément, pas abandonné dans une fuite précipitée. Le lendemain, jeudi 21 juin, c'est l'appareil photo de Nicolas Weber qui a été retrouvé, accroché à une branche basse, à près de 3 kilomètres de l'endroit où le sac de Claire avait été découvert. L'appareil fonctionnait encore. Les gendarmes l'ont confié à un laboratoire de Strasbourg pour développer la pellicule. Les photos montraient les premières heures de l'excursion. Le groupe souriant au départ, des paysages des Vosges. Sophie et Claire riant ensemble près d'une cascade. La dernière photo, prise le samedi 16 juin vers 15 heures, selon l'horodatage que les enquêteurs ont pu établir grâce aux ombres et à la lumière, montrait le groupe au sommet d'une crête. Tous les 6 étaient présents, apparemment en bonne santé et de bonne humeur. Rien n'indiquait un quelconque problème. Ces découvertes, au lieu de clarifier la situation, l'ont rendue encore plus mystérieuse. Pourquoi ces objets étaient-ils dispersés sur une zone si étendue? Pourquoi aucune trace des personnes elles-mêmes? Le capitaine Colmar a établi son quartier général dans la gendarmerie de Münster, transformant une salle de réunion en centre névralgique de l'enquête. Des cartes topographiques détaillées couvraient les murs, marquées de punaises colorées, indiquant les zones fouillées, les objets retrouvés, les témoignages recueillis. Les enquêteurs ont interrogé tous les randonneurs qui se trouvaient dans les Vosges ce week-end-là. Un couple de Belges se souvenait avoir croisé un groupe de jeunes le samedi après-midi, mais ne pouvait pas confirmer avec certitude qu'il s'agissait bien du groupe disparu. Un garde forestier avait entendu des voix joyeuses le samedi soir vers 20 heures, quelque part dans la vallée de la Fecht, mais impossible de localiser précisément l'origine de ces sons dans l'acoustique complexe des montagnes. Le vendredi 22 juin, une semaine après le début de l'excursion, une troisième découverte a été faite. Un berger qui connaissait les Vosges depuis 50 ans a trouvé une couverture de survie argentée, du type de celle que Mathieu avait dans son équipement, accrochée à un rocher à 1200 mètres d'altitude, dans une zone particulièrement escarpée. Cette zone n'était pas sur l'itinéraire prévu. Pourquoi le groupe s'était-il aventuré là? Un accident avait-il dévié leur parcours? Mathieu, avec son expérience, aurait-il pris un tel risque avec 5 adolescents sous sa responsabilité? Les recherches se sont intensifiées autour de cette nouvelle zone. Des spéléologues ont exploré toutes les cavités connues, pensant qu'une chute dans un gouffre pourrait expliquer la disparition simultanée de 6 personnes. Rien. Des plongeurs ont inspecté les lacs d'altitude et les sections profondes des ruisseaux. Rien. Les hélicoptères ont photographié chaque mètre carré de forêt. Les images analysées méticuleusement par des experts. Rien. Les médias se sont emparés de l'affaire. Les journaux régionaux puis nationaux ont publié des articles quotidiens. Les photos des 6 disparus étaient partout. Sur les façades des mairies, dans les vitrines des commerces, à la télévision. L'émission Perdue de vue, sur Antenne 2, a consacré un reportage complet à l'affaire le 3 juillet 1989. Des millions de téléspectateurs ont vu les visages de Mathieu, Antoine, Sophie, Nicolas, Claire et Julien. Le numéro d'urgence de la gendarmerie a reçu des centaines d'appels, chaque signalement vérifié minutieusement. Aucun n'a mené nulle part. À la mi-juillet, après un mois de recherches ininterrompues, l'opération active a été réduite. Les hélicoptères ont cessé leur rotation quotidienne. Les équipes de secours sont retournées à leurs missions habituelles. Seule une équipe réduite de gendarmes a continué à patrouiller régulièrement dans la zone, espérant une nouvelle découverte, un nouveau témoignage. Le capitaine Colmar, épuisé mais obstiné, a refusé de classer l'affaire. Il a continué à travailler sur le dossier, réexaminant chaque élément, interrogeant et réinterrogeant les témoins.
Il a fait établir des profils psychologiques de chaque membre du groupe, cherchant un indice, une raison qui expliquerait l'inexplicable. Mathieu Laurent. Responsable, fiable, aucun problème personnel connu. Antoine Mercier. Impulsif, mais pas inconscient. Sophie Garnier. La prudence incarnée. Nicolas Weber. Créatif mais posé. Claire Fontaine. Énergique mais raisonnable. Julien Renard. Introverti mais pas suicidaire. Rien. Aucune piste crédible. Le 15 septembre 1989, 3 mois après la disparition, l'enquête active a été officiellement suspendue. Les familles ont organisé une cérémonie commémorative dans l'église Saint-Martin de Colmar. 600 personnes étaient présentes. 6 chaises vides ont été placées au premier rang. Le prêtre a parlé d'espoir et de foi. Mais ces mots sonnaient creux face à l'absence insupportable. Marie-Laurent, vêtue de noir, a lu un texte qu'elle avait écrit pour son fils, sa voix se brisant à chaque phrase. Les années qui ont suivi ont été une lente descente dans une douleur sans résolution pour les 6 familles. Il existe un nom pour les personnes qui perdent leur conjoint. Veuf ou veuve. Un nom pour les enfants qui perdent leurs parents, orphelins. Mais il n'existe pas de mot pour des parents qui perdent leurs enfants et ne peuvent même pas les pleurer dignement, faute de certitude. Cette absence de corps, de cérémonie funéraire définitive, de tombe où déposer des fleurs, a créé un état de suspension émotionnelle insoutenable. Marie-Laurent a quitté son poste d'enseignante en 1990, incapable de se concentrer sur les équations mathématiques, alors que son esprit ne cessait de calculer les probabilités de survie de son fils. Elle passait ses journées à marcher dans les Vosges, suivant et resuivant les sentiers que Mathieu avait empruntés, comme si sa présence physique dans ces montagnes pouvait créer une connexion mystique avec lui. Son mari, le pharmacien Daniel Laurent, s'est enfoncé dans le travail, tenant son officine ouverte 14 heures par jour, préférant l'épuisement physique au temps laissé pour penser. Jean-Paul Mercier a vendu le domaine viticole familial en 1991. Il ne supportait plus de travailler dans les vignes où Antoine avait grandi, où chaque rangée de ceps lui rappelait les après-midi passés avec son fils. La famille a déménagé à Strasbourg, cherchant dans l'anonymat d'une grande ville un répit à la douleur. Mais le changement de décor n'a rien changé au vide intérieur. Catherine Mercier, la mère d'Antoine, a développé une dépendance aux anxiolytiques, prescription qui s'accumulait dans l'armoire à pharmacie. Suzanne Garnier, la mère de Sophie, a transformé la chambre de sa fille en sanctuaire. Rien n'a été touché depuis le 15 juin 1989. Les livres de classe sur le bureau, les posters au mur, les vêtements dans l'armoire, même le lit fait comme Sophie l'avait laissé ce matin-là. Chaque année, le 15 juin, Suzanne organisait une veillée privée dans cette chambre, lisant à voix haute les passages du journal intime de Sophie, comme si sa fille pouvait encore l'entendre. Son mari, Michel Garnier, employé à la mairie, a plongé dans l'alcool, vidant une bouteille de vin chaque soir, seul dans le salon, les rideaux tirés. Les parents de Nicolas Weber, Franck et Elisabeth, ont divorcé en 1993. La disparition de leur fils avait exacerbé des tensions préexistantes dans leur couple. Franck reprochait à Elisabeth d'avoir encouragé Nicolas à rejoindre les scouts. Elisabeth reprochait à Franck de ne pas avoir insisté pour accompagner le groupe. Ces accusations mutuelles, irrationnelles mais inévitables dans le chagrin, ont fini par rendre la cohabitation impossible. Elisabeth a gardé l'appareil photo Minolta que Nicolas avait laissé chez eux, celui qu'il utilisait pour ses essais photographiques à la maison. Elle ne l'a jamais ouvert, ne supportant pas l'idée de voir les dernières images que son fils avait capturées avant de partir. Paul et Hélène Fontaine ont fermé leur Winstub en 1995. Les clients, mal à l'aise face à leur douleur visible, avaient progressivement cessé de venir. Comment déguster une choucroute dans la bonne humeur quand les propriétaires portaient sur le visage le masque permanent du deuil inachevé? Le restaurant a été vendu à une chaîne qui l'a transformé en pizzeria. Paul a trouvé un emploi de cuisinier dans une cantine scolaire. Hélène ne travaillait plus, passant ses journées à peindre des aquarelles des Vosges.
tentant de capturer sur papier ce que sa fille ne verrait plus jamais. La famille de Julien Renard, peut-être paradoxalement, a trouvé une forme de résilience dans l'activisme. André Renard, le père professeur d'histoire, et sa femme Martine, bibliothécaire, ont fondé en 1991 une association d'aide aux familles de disparus. Ils organisaient des groupes de parole, faisaient pression sur les autorités pour maintenir les dossiers ouverts, collectaient des fonds pour financer des recherches privées. Cette action, aussi douloureuse soit-elle, leur donnait un sens, une façon de transformer leur souffrance en quelque chose de potentiellement utile pour d'autres. Le groupe Scout Saint-Martin a suspendu ses activités pendant 2 ans après la tragédie. Quand il a rouvert en 1991, c'était sous une direction entièrement nouvelle, avec des protocoles de sécurité drastiquement renforcés. Chaque excursion nécessitait désormais la présence d'au moins 3 adultes. Des vérifications horaires obligatoires par radio, des balises GPS pour chaque membre. Mais le cœur n'y était plus. L'innocence et la joie qui caractérisaient le scoutisme avaient été remplacées par la peur et la vigilance excessive. De nombreux parents refusaient maintenant d'y inscrire leurs enfants. Le capitaine Henri Colmar a pris sa retraite en 1998, après 27 ans de service. L'affaire des 6 disparus des Vosges restait son seul échec professionnel majeur, celui qui le hantait encore dans son sommeil. Il avait constitué un dossier personnel de plus de 1000 pages, conservé chez lui, qu'il rouvrait régulièrement, cherchant l'élément qu'il aurait pu manquer. Sa femme le trouvait souvent la nuit dans son bureau, penché sur les vieilles cartes topographiques, traçant et retraçant des itinéraires possibles. Dans la communauté de Colmar, la disparition était devenue une sorte de légende urbaine. Les nouveaux habitants découvraient l'histoire par bribes, dans les conversations au marché, dans les articles jaunis accrochés au mur du musée local. Pour les plus jeunes, nés après 1989, c'était presque un mythe, une histoire qu'on racontait pour faire frissonner. Mais pour ceux qui avaient connu les disparus, qui avaient grandi avec eux, qui les avaient vus rire dans les rues pavées de Colmar, c'était une blessure ouverte qui ne cicatrisait jamais vraiment. Des théories ont circulé au fil des ans. Certains parlaient d'un tueur en série qui aurait sévi dans les Vosges, malgré l'absence totale d'autres cas similaires avant ou après. D'autres évoquaient un enlèvement collectif, bien que les motivations et la logistique d'une telle opération restaient inexplicables. Les plus créatifs imaginaient que le groupe avait volontairement disparu, commençant une nouvelle vie ailleurs, théorie rapidement écartée par tous ceux qui connaissaient réellement ces jeunes et leurs instructeurs. Quelques esprits superstitieux parlaient de malédiction ou de phénomènes paranormaux, ce qui ne faisait qu'ajouter du sensationnalisme à une tragédie déjà suffisamment incompréhensible. En 2007, 18 ans après les faits, une procédure de déclaration judiciaire de décès a été lancée pour les 6 disparus. Après 10 ans d'absence sans nouvelles, la loi française permettait cette démarche. Les familles étaient déchirées. Accepter cette déclaration signifiait renoncer officiellement à l'espoir, transformer l'absence en mort certaine. Refuser signifiait rester dans cet état de limbe juridique et émotionnel. Finalement, 4 familles ont accepté. Seuls les parents de Julien Renard et Marie Laurent ont refusé, incapables de franchir ce pas définitif. Le 15 juin 2009, 20 ans jour pour jour après la disparition, une grande cérémonie commémorative a été organisée à Münster. Une stèle en granit a été érigée au départ du sentier où le groupe avait commencé sa dernière randonnée. Gravés dans la pierre, les 6 noms. Mathieu Laurent, Antoine Mercier, Sophie Garnier, Nicolas Weber, Claire Fontaine, Julien Renard. Et une simple inscription, parti en montagne le 15 juin 1989. Jamais revenu, jamais oublié. 300 personnes étaient présentes ce jour-là. Les familles vieillies, marquées par 2 décennies de douleurs non résolues. Des anciens scouts, maintenant adultes, certains avec leurs propres enfants. Des habitants de Colmar et de Münster qui n'avaient pas oublié. Le maire a prononcé un discours sobre.
Un violoniste local a joué une mélodie traditionnelle alsacienne que les scouts chantaient lors de leur veillée. Des fleurs ont été déposées au pied de la stèle. Rosée blanche, Edelweiss des montagnes, bouquet de fleurs sauvages. Marie-Laurent, alors âgée de 62 ans, s'est avancée vers la stèle. Elle a posé sa main sur le nom de son fils, gravé dans la pierre froide. Elle n'a pas pleuré. Les larmes s'étaient taries depuis longtemps. Elle est restée là, immobile, pendant de longues minutes, comme si elle pouvait transmettre par ce contact quelque chose à Mathieu, où qu'il soit. Puis, elle s'est retournée et a regardé vers les sommets des Vosges, ces montagnes majestueuses et impitoyables qui avaient pris son fils et ne l'avaient jamais rendu. Les nuages glissaient lentement au-dessus des crêtes, projetant des ombres mouvantes sur les pentes couvertes de sapins. Quelque part là-haut, pensait-elle, se trouvait une réponse. Mais après 20 ans, cette réponse semblait destinée à rester éternellement hors d'atteinte. 7 ans ont passé encore. La vie avait continué son cours inexorable. Certains membres des familles étaient décédés, emportant avec eux leurs chagrins et leurs questions sans réponse. Daniel Laurent, le père de Mathieu, était mort d'une crise cardiaque en 2012. Marie Laurent vivait seule dans la même maison de Colmar, entourée de photos de son fils à tous les âges de sa vie. Les autres familles avaient trouvé une forme précaire d'équilibre, un accommodement avec l'inacceptable. Le 23 avril 2016, une géologue de l'université de Strasbourg travaillait dans une zone reculée des Vosges, à environ 12 kilomètres au nord-ouest du dernier endroit où des objets du groupe avaient été retrouvés en 1989. Le docteur Élise Beaumont, 38 ans, menait une étude sur l'érosion des sols en montagne, un projet de recherche financé par le Centre national de la recherche scientifique. Spécialiste reconnue en géomorphologie, elle parcourait les Vosges depuis 3 mois, prélevant des échantillons, photographiant des formations rocheuses, documentant méticuleusement les changements du paysage montagneux. Ce jour-là, Élise travaillait sur une pente particulièrement escarpée, à 1320 mètres d'altitude, dans un secteur rarement fréquenté même par les randonneurs les plus expérimentés. La zone était difficile d'accès, nécessitant une marche de plusieurs heures hors des sentiers balisés, à travers des forêts denses et des éboulis instables. C'était précisément ce type de terrain que son étude ciblait. Des zones où l'intervention humaine était minimale, permettant d'observer les processus naturels d'érosion sans perturbation. Élise était en train de creuser un trou de prélèvement, enfonçant sa pelle dans le sol meuble quand elle a senti une résistance inhabituelle. Habituée à trouver des racines ou des pierres, elle a d'abord pensé à un obstacle naturel. Mais en dégageant la terre autour de l'objet, elle a réalisé qu'il s'agissait de quelque chose de manufacturé. Un objet en métal, partiellement enfoui, recouvert d'une couche de terre et de débris végétaux accumulés au fil des années. Avec précaution, elle a continué à creuser, dégageant progressivement l'objet. C'était une boussole. Une vieille boussole en laiton, oxydée par le temps et l'humidité, mais encore reconnaissable. Le couvercle portait des initiales gravées, partiellement effacées mais encore lisibles. Melé-Élise a immédiatement su qu'elle tenait quelque chose d'important. Elle travaillait dans les Vosges depuis assez longtemps pour connaître l'histoire des 6 disparus de 1989. Tout le monde dans la région connaissait cette histoire. Elle a pris des photos détaillées de l'emplacement exact où la boussole avait été trouvée, utilisant son GPS professionnel pour enregistrer les coordonnées précises. 48 degrés, 5 minutes, 32 secondes de latitude nord, 7 degrés, 3 minutes, 18 secondes de longitude est. Elle a noté la profondeur à laquelle l'objet était enfoui, environ 15 cm. Elle a observé le terrain environnant, une pente orientée vers le nord-ouest, parsemée de rochers de granit et de vieux arbres, avec une vue dégagée sur une vallée profonde en contrebas. Ce qui troublait Élise, c'était l'emplacement lui-même. Cette zone n'était sur aucun itinéraire de randonnée connu. Elle ne figurait sur aucune des cartes touristiques. Pour arriver ici, il fallait volontairement quitter tous les sentiers balisés, traverser des zones dangereuses, escalader des passages rocheux difficiles.
Pourquoi un instructeur expérimenté comme Mathieu Laurent aurait-il conduit 5 adolescents dans un endroit pareil? Et surtout, comment se faisait-il que cet objet n'ait jamais été découvert lors des recherches massives de 1989? Élise a contacté immédiatement la gendarmerie de Colmar depuis son téléphone satellite. À 17h30, elle a parlé avec le lieutenant Thomas Bergeron, un homme de 35 ans qui avait rejoint la brigade 5 ans plus tôt. Il ne connaissait l'affaire de 1989 que de réputation, n'étant qu'un enfant à l'époque des faits. Mais il savait que le dossier, bien qu'inactif, n'avait jamais été officiellement clos. Le lendemain matin, le 24 avril, une équipe composée de 4 gendarmes, du lieutenant Bergeron et d'un expert en recherches en montagne a rejoint Élise sur le site. Le trajet leur a pris près de 5 heures. Quand ils sont arrivés, essoufflés par la marche difficile, ils ont immédiatement compris pourquoi cet endroit n'avait jamais été fouillé en 1989. C'était un terrain cauchemardesque, des pentes à 45 degrés, des rochers instables, une végétation si dense par endroits qu'il fallait littéralement ramper pour avancer. L'expert en recherche, un homme de 50 ans nommé Gérard Hoffmann, qui avait participé aux recherches originales en 1989, a examiné les lieux avec une expression de plus en plus troublée. « Nous n'avons jamais fouillé cette zone », a-t-il admis. C'était considéré comme trop dangereux et trop éloigné de l'itinéraire prévu. Les chiens pisteurs n'ont jamais indiqué de piste dans cette direction. Nous avons concentré nos recherches dans un rayon de 15 km autour du dernier point connu, mais toujours en suivant les sentiers existants ou les zones accessibles. La boussole a été placée dans un sac de preuves et transportée au laboratoire de la police scientifique à Strasbourg. L'analyse a confirmé qu'il s'agissait bien d'une boussole datant des années 1940 ou 1950, cohérent avec l'héritage du grand-père de Mathieu. Les initiales ML étaient sans équivoque. Plus important encore, des traces d'ADN ont été prélevées sur le métal. Après comparaison avec les échantillons conservés de Mathieu Laurent, la correspondance était certaine. Cette boussole avait appartenu à l'instructeur disparu. Le lieutenant Bergeron a ouvert le vieux dossier, 27 ans après les faits. Les cartons poussiéreux contenaient des milliers de pages, rapports d'investigation, témoignages, photos, cartes annotées. Il a passé des semaines à tout lire, s'imprégnant de chaque détail. Il a retrouvé la trace du capitaine Henri Colmar, maintenant âgé de 70 ans et retraité depuis 18 ans. Quand Bergeron l'a contacté pour l'informer de la découverte, le vieux gendarme est resté silencieux au téléphone pendant de longues secondes. « La boussole !» a finalement murmuré Colmar, sa voix enrouée par l'émotion. « J'y ai pensé pendant 27 ans. Je me suis toujours demandé où elle était. Mathieu ne se séparait jamais de cette boussole. Jamais. Si elle est là-bas, dans cet endroit impossible, alors sa voix s'est brisée. Alors ils y sont aussi. » Le lieutenant Bergeron a pris la décision de rouvrir officiellement l'enquête. Le procureur de la République de Colmar, après avoir examiné les éléments nouveaux, a autorisé une nouvelle opération de recherche. Cette fois, l'approche serait différente. Pas de battue massive comme en 1989, mais une investigation méthodique, concentrée sur cette zone spécifique et ses environs immédiats. Le 15 mai 2016, une équipe spécialisée de 8 personnes a établi un campement temporaire près du site de découverte de la boussole. L'équipe comprenait des gendarmes du PGHM, un anthropologue judiciaire, un archéologue habitué aux fouilles en terrain difficile et un expert en reconstruction d'événements. Ils disposaient d'équipements modernes inexistants en 1989, drones équipés de caméras haute résolution et de capteurs thermiques, détecteurs de métaux sophistiqués, radars de sol capables de détecter des anomalies sous terre. Les recherches ont commencé par un quadrillage systématique de la zone, un secteur de 2 km² centré sur l'endroit où la boussole avait été trouvée. Chaque mètre carré était examiné, photographié, documenté. Le terrain accidenté rendait la progression lente et épuisante. Certaines zones nécessitaient des équipements d'escalade pour être atteintes en sécurité.
Le troisième jour, le 17 mai, un des drones a détecté une anomalie dans une ravine profonde à environ 300 mètres du site de la boussole. Les images thermiques montraient une zone où la température du sol différait légèrement du reste de l'environnement, suggérant une perturbation ancienne de la Terre. L'équipe a descendu prudemment dans la ravine, utilisant des cordes et des harnais. Au fond, partiellement camouflés par la végétation et les rochers, ils ont découvert ce qui ressemblait à un petit éboulement ancien. En examinant les roches, l'archéologue a remarqué quelque chose d'inhabituel. Certaines pierres semblaient avoir été déplacées, pas par un processus naturel, mais délibérément empilées. C'était subtil, presque imperceptible après 27 ans d'érosion et de croissance végétale. Mais pour un œil expert, les signes étaient là. Quelqu'un avait construit quelque chose ici, peut-être un abri temporaire ou une cache. Avec une précaution extrême, l'équipe a commencé à déplacer les pierres. Sous la première couche de roches, ils ont trouvé des branches entrelacées, maintenant pourries et friables. Puis, sous les branches, un morceau de tissu. Le tissu était en lambeaux, décoloré par le temps, mais on pouvait encore distinguer une couleur bleu marine, la couleur des uniformes du groupe Scout Saint-Martin. Le cœur battant, l'équipe a continué à creuser. Ils ont trouvé d'autres morceaux de tissu, puis un sac à dos partiellement décomposé. À l'intérieur du sac, protégé dans un sac plastique qui avait miraculeusement résisté, se trouvaient des papiers d'identité. Une carte d'étudiant au nom de Julien Renard, une photo de famille plastifiée, un carnet avec des notes manuscrites, l'encre bavée mais encore partiellement lisible. Le lieutenant Bergeron a immédiatement contacté le procureur. Cette découverte changeait tout. Ce n'était plus une simple recherche, c'était maintenant une scène de crime potentiel. Une équipe médico-légale complète a été déployée le lendemain. Un périmètre de sécurité a été établi. Chaque centimètre de la ravine allait être examiné avec la minutie d'une investigation criminelle. Pendant ce temps, la nouvelle de la découverte de la boussole avait filtré dans les médias. Les journaux régionaux, puis nationaux, ont repris l'histoire. Affaire des disparus des Vosges. Une boussole retrouvée 27 ans après, titrait le quotidien l'Alsace. La montagne révèle enfin ses secrets ? Interrogeait Le Monde. Les familles, contactées par des journalistes avides de réactions, se sont retrouvées replongées dans le cauchemar qu'elles avaient tenté d'apprivoiser pendant près de 3 décennies. Marie Laurent a été informée officiellement par le lieutenant Bergeron le 18 mai. Elle avait maintenant 69 ans, les cheveux complètement blancs, le visage creusé par les années de chagrin. Quand Bergeron lui a montré des photos de la boussole, elle l'a reconnue immédiatement. « C'est celle d'André, le père de Daniel », a-t-elle dit d'une voix tremblante. Mathieu la portait toujours autour du cou, attachée avec une lanière en cuir. Il disait que c'était son porte-bonheur. Elle a marqué une pause, les yeux fixés sur la photo. « Où l'avez-vous trouvée exactement ? Montrez-moi sur une carte. » Quand Bergeron lui a montré l'emplacement, Marie est devenue très pâle. « C'est impossible », a-t-elle murmuré. Mathieu connaissait les Vosges mieux que personne. Il n'aurait jamais conduit ses enfants dans une zone pareille. Jamais. Il était bien trop responsable. Quelque chose a dû se passer. Quelque chose qui les a forcés à aller là. André et Martine Renard, les parents de Julien, maintenant tous deux dans leur soixantaine, ont été bouleversés par la découverte du sac de leur fils. André a demandé à voir le carnet retrouvé. Les pages étaient fragiles, le texte difficile à déchiffrer, mais par endroits, des mots et des phrases émergeaient. Samedi soir, perdu le sentier, Mathieu inquiet, une autre page, plus loin, froid, Claire toussait toute la nuit, besoin d'aide. Les notes de Julien, ses derniers témoignages écrits, révélaient une situation qui s'était rapidement dégradée. Le 20 mai, l'équipe médico-légale a fait une découverte qui a glacé le sang de tous les présents. À environ 1,50 m sous les roches et les branches, ils ont trouvé des restes humains. Les ossements étaient dispersés, déplacés par l'action de la faune sauvage au fil des années, mais leur présence ne laissait aucun doute.
L'anthropologue judiciaire, le docteur Mark Schneider, a commencé l'examen préliminaire sur place. Pendant les jours suivants, les fouilles ont révélé l'ampleur de la tragédie. 6 corps, 6 personnes qui étaient venues se réfugier dans cette ravine il y a 27 ans et n'en étaient jamais ressorties. L'anthropologue a travaillé méthodiquement, documentant chaque ossement, chaque position, cherchant des indices sur ce qui s'était passé. Les analyses dentaires et d'ADN effectuées dans les semaines suivantes ont confirmé les identités. Mathieu Laurent, Antoine Mercier, Sophie Garnier, Nicolas Weber, Claire Fontaine, Julien Renard. Tous les 6 étaient là, dans cette ravine isolée, à plus de 12 kilomètres de leur itinéraire prévu. Le docteur Schneider a présenté son rapport préliminaire le 15 juin 2016, exactement 27 ans, jour pour jour, après la disparition. Aucun des ossements ne montrait de signes de traumatisme violent, pas de fractures causées par des coups, pas de marques d'armes. Les corps semblaient avoir été délibérément disposés, côte à côte, puis recouverts de branches et de pierres, comme une sépulture improvisée. Mais alors, qu'est-ce qui les avait tués? Et qui les avait enterrés ainsi? Ces questions ont hanté le lieutenant Bergeron alors qu'il étudiait chaque élément de preuve. L'examen des vêtements retrouvés a révélé qu'ils étaient appropriés pour la saison, pas déchirés ou endommagés de manière suggérant une lutte ou une chute. Les sacs contenaient encore des provisions, de l'eau, de l'équipement de premier secours. Ils n'étaient pas morts de faim ou de déshydratation. Le carnet de Julien est devenu la pièce maîtresse de l'investigation. Les experts en documents anciens ont travaillé pendant des semaines pour restaurer et déchiffrer chaque page. Progressivement, une chronologie des événements a émergé. Le samedi 16 juin 1989, dans l'après-midi, quelque chose s'était produit. Julien écrivait « Mathieu a décidé de prendre un raccourci. Il dit qu'il connaît un passage qui nous fera gagner du temps. » Antoine pas d'accord, mais on suit. Plus tard ce même jour, le sentier est plus difficile que prévu. Claire a glissé, mais elle va bien. Nicolas a pris des photos. Le paysage est magnifique, mais Mathieu semble tendu. Il vérifie sa boussole sans arrêt. Le samedi soir, nous avons monté le camp dans un endroit abrité. Mathieu dit que demain nous retrouverons le sentier principal. Sophie inquiète parce que nous n'avons pas prévenu qu'on changeait de route. Mathieu dit que tout va bien. Le dimanche 17 juin, les notes de Julien deviennent plus brèves, plus urgentes. Brouillard épais ce matin. Impossible de voir à 10 mètres. Mathieu a perdu ses repères. La boussole ne fonctionne plus correctement, l'aiguille tourne sans s'arrêter. Géologie particulière ici? Antoine veut continuer. Sophie veut attendre que le brouillard se lève. Et puis, la dernière entrée, écrite d'une main tremblante, « Dimanche soir, nous sommes perdus. » Mathieu ne le dit pas, mais je le vois dans ses yeux. Claire, très malade, forte fièvre. Nous avons trouvé cette ravine pour nous abriter du vent. Il fait si froid. Besoin d'aide, mais personne ne sait où nous sommes. Le lieutenant Bergeron a relu ces lignes des dizaines de fois. Une histoire se dessinait terrible dans sa banalité. Pas de tueur, pas d'enlèvement, pas de mystère surnaturel. Juste une série de décisions malheureuses, une défaillance d'équipement au pire moment possible, des conditions météorologiques qui se dégradent et l'isolement absolu d'une zone que personne ne fréquente jamais. Mais une question demeurait, lancinante, troublante. Qui avait enterré les corps? Les notes de Julien s'arrêtèrent le dimanche soir. Or, les corps avaient clairement été disposés et recouverts après la mort. Quelqu'un avait survécu assez longtemps pour accomplir cette tâche. Quelqu'un avait pris le temps de créer cette sépulture collective. Mais qui? Et surtout, pourquoi cette personne n'était-elle jamais redescendue de la montagne pour demander de l'aide? L'anthropologue a été appelé à réexaminer les ossements avec cette nouvelle question en tête. Après plusieurs jours d'analyse approfondie, il a fait une découverte capitale. Un des corps présentait des signes différents des autres. Des côtes fracturées, guéries depuis longtemps avant la mort, suggérant une chute ancienne. Et surtout, la position de ce corps était légèrement différente. Alors que les 5 autres étaient allongés côte à côte, celui-ci était à l'écart, dans une position qui suggérait qu'il avait été placé là en dernier.
Les tests ADN ont identifié ce corps comme étant celui de Mathieu Laurent, l'instructeur, le responsable, celui qui avait la boussole, celui qui connaissait les Vosges mieux que quiconque. Et soudain, tout a commencé à prendre une forme différente, plus sombre, plus troublante. Mathieu avait survécu aux autres. Il les avait enterrés. Mais alors, comment était-il mort lui-même? Et surtout, pourquoi n'avait-il pas cherché à sortir de cette ravine pour trouver du secours? Le lieutenant Bergeron a convoqué une réunion d'urgence avec tous les experts impliqués dans l'investigation. Dans la salle de conférence de la gendarmerie de Colmar, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, révélant une vérité que personne n'avait anticipée. Le docteur Schneider, l'anthropologue judiciaire, a présenté ses conclusions détaillées. Les 5 jeunes sont décédés entre le dimanche soir, 17 juin, et le lundi matin, 18 juin, 1989, a-t-il expliqué, pointant vers des radiographies des ossements projetées sur un écran. La cause de la mort est cohérente avec une hypothermie sévère, aggravée dans le cas de Clairefontaine, par ce qui semble avoir été une infection respiratoire aiguë. Les températures nocturnes dans les Vosges à cette altitude, en juin 1989, sont descendues jusqu'à 2 degrés cette nuit-là, selon les données météorologiques que nous avons consultées. Il a fait défiler une série d'images montrant les positions des corps. Mathieu Laurent, en revanche, a survécu plusieurs jours de plus. L'analyse de ses ossements montre des signes de stress physiologique extrême, de dénutrition avancée. Il est probablement décédé entre le mercredi 20 et le vendredi 22 juin. Plusieurs jours, a répété Bergeron incrédule. Il était vivant pendant plusieurs jours et il n'est pas descendu chercher de l'aide. Un expert en psychologie du trauma, le docteur François Arnaud, consultant régulièrement pour la gendarmerie, a pris la parole. J'ai examiné tous les éléments du dossier, en particulier les notes de Julien Renard et la disposition des corps. Je crois pouvoir reconstituer ce qui s'est passé psychologiquement. Il s'est levé, marchant vers une carte topographique murale de la zone. Imaginez la situation de Mathieu Laurent. Il a 22 ans. On lui a confié 5 adolescents. Il prend la décision de quitter le sentier balisé, pensant connaître un raccourci. Cette décision, motivée peut-être par le désir d'impressionner les jeunes ou simplement par un excès de confiance, se révèle catastrophique. Ils se perdent. La boussole, son héritage familial, dysfonctionne dans cette zone où la composition géologique particulière perturbe les instruments magnétiques. Le docteur Arnaud a marqué une pause. Le brouillard tombe. Ils sont perdus dans un terrain dangereux. Claire tombe malade. Il trouve cette ravine pour s'abriter, mais la température chute dramatiquement cette nuit-là. Les jeunes, épuisés, affaiblis, certains déjà malades, succombent les uns après les autres à l'hypothermie. Mathieu, plus âgé, physiquement plus robuste, survit. Mais quand l'aube se lève le lundi matin, il se retrouve seul. Seul avec 5 corps, 5 adolescents dont il était responsable, 5 jeunes qui seraient encore vivants s'ils n'avaient pas pris ce raccourci. La salle était plongée dans un silence pesant. Le docteur Arnaud a continué, sa voix empreinte d'une tristesse professionnelle. Mathieu était décrit par tous comme quelqu'un de profondément responsable, perfectionniste même. Son sens du devoir était légendaire. Pour quelqu'un avec cette personnalité, la culpabilité qu'il a dû ressentir était littéralement insupportable. Il ne s'agissait pas simplement d'une erreur, c'était la destruction complète de tout ce qu'il croyait être. Il les a enterrés, a poursuivi Arnaud. Avec soin, avec respect. Il a pris le temps de les disposer côte à côte, de les recouvrir de branches et de pierres. Ce geste ritualisé était sa façon de leur demander pardon, de leur offrir une dernière dignité. Mais après avoir accompli cette tâche, quelque chose s'est brisé en lui. Le lieutenant Bergeron a regardé les photos des ossements de Mathieu, disposés à l'écart des autres. Vous pensez qu'il a choisi de mourir? Je pense qu'il ne pouvait pas affronter le retour, a répondu Arnaud. Comment redescendre de cette montagne? Comment frapper aux portes de ces familles et leur annoncer que leurs enfants étaient à mort par sa faute? Comment regarder sa propre mère dans les yeux? Comment vivre avec cette culpabilité écrasante? Il était jeune, traumatisé,
probablement en état de choc. Dans son esprit brisé, rester dans cette ravine, partager le destin de ceux qui l'avaient conduit à la mort, était la seule forme de rédemption possible. Un silence lourd a suivi cette explication. Puis, Marie-Laurent, qui avait été autorisée à assister à cette réunion, a pris la parole pour la première fois. Sa voix était calme, étrangement sereine. Mon fils n'était pas suicidaire, mais il était le garçon le plus responsable que j'ai jamais connu. Quand il avait 12 ans, il a laissé tomber une assiette que ma mère m'avait donnée. Cette assiette n'avait aucune valeur particulière, mais il a pleuré pendant des heures, persuadé qu'il m'avait déçu. Alors oui, je peux imaginer ce qu'il a ressenti dans cette ravine. Je peux imaginer qu'il a préféré mourir plutôt que de me dire qu'il avait tué 5 enfants. Elle s'est levée, s'approchant de la carte où était marqué l'emplacement de la ravine. « La boussole », a-t-elle dit doucement. « Vous l'avez trouvée à 300 mètres des corps. Pourquoi ?» Cette question a déclenché une nouvelle série d'investigations. Une équipe est retournée sur le site, examinant méticuleusement le trajet entre la ravine et l'endroit où la boussole avait été découverte. Et là, ils ont trouvé d'autres indices. Des branches cassées, disposées d'une manière qui formait une flèche grossière pointant vers la ravine. Des pierres empilées à intervalles réguliers. Des marques sur les troncs d'arbres, presque effacées par 27 ans de croissance, mais encore visibles pour qui savait quoi chercher. Mathieu avait créé une piste. Dans ses derniers jours de vie, affaibli, désespéré, il avait quand même tenté de baliser un chemin vers la ravine. Et la boussole, son bien le plus précieux, il l'avait placée à un endroit spécifique, un endroit où quelqu'un qui chercherait méthodiquement aurait une chance de la trouver. Ce n'était pas un marqueur pour les secours, c'était un marqueur pour les équipes de recherche qui viendraient peut-être des années plus tard. Il savait que personne ne viendrait à temps pour le sauver, a murmuré Bergeron. Il était trop faible pour redescendre, probablement déjà mourant. Mais il a voulu qu'on les retrouve. Il a voulu que les familles sachent. Un technicien a apporté un dernier élément d'analyse. Dans les débris retrouvés près du corps de Mathieu, ils avaient trouvé des fragments de papier. Les experts en documents avaient réussi à en reconstituer certains. C'était une lettre, écrite de la main de Mathieu, avec un stylo dont l'encre s'était largement effacée, mais restait partiellement lisible sous lumière ultraviolette. Le texte était fragmentaire, mais les passages lisibles étaient déchirants. « Maman, pardonne-moi, j'ai essayé. Claire est morte la première, puis Sophie. Antoine a tenu jusqu'au matin, Julien et Nicolas ensemble. Je suis désolé, tellement désolé. Ma faute, tout est ma faute. Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas vous regarder. Je reste avec eux. C'est juste. Dites aux familles que j'ai essayé de les protéger. Dites-leur qu'ils n'ont pas souffert longtemps. Dites-leur que je suis désolé. » Quand Marie-Laurent a entendu ces mots, les derniers mots de son fils, écrits il y a 27 ans, elle n'a pas pleuré. Elle a simplement fermé les yeux et hoché la tête lentement, comme si elle avait toujours su, quelque part au fond d'elle, que c'était ainsi que les choses s'étaient terminées. Le 28 juin 2016, les 6 corps ont été officiellement rendus aux familles. Des tests ADN exhaustifs et des analyses anthropologiques complètes avaient formellement identifié chacun des disparus. Après 27 ans d'attente, d'espoir et de désespoir, les familles pouvaient enfin organiser de véritables funérailles. Les obsèques ont eu lieu le 2 juillet 2016 à Colmar, dans la cathédrale Saint-Martin. L'édifice gothique, avec ses vitraux colorés filtrant la lumière d'été, était rempli de centaines de personnes. 6 cercueils étaient alignés devant l'autel. Mathieu Laurent, Antoine Mercier, Sophie Garnier, Nicolas Weber, Claire Fontaine, Julien Renard. Réunis une dernière fois, comme ils l'avaient été dans cette ravine des Vosges. L'archevêque a parlé de pardon et de paix. Il a évoqué le sacrifice de Mathieu, sa tentative ultime de baliser un chemin pour que d'autres puissent retrouver ses compagnons. Il n'était pas un meurtrier, a déclaré le prêtre. Il était un jeune homme qui a fait une erreur de jugement, avec des conséquences tragiques, et qui n'a pas pu vivre avec le poids de cette erreur. Dans sa mort, il a rejoint ceux qu'il n'avait pas pu sauver. C'est une tragédie, mais ce n'est pas un crime.
Marie-Laurent a lu un texte qu'elle avait préparé. « Pendant 27 ans, j'ai vécu dans l'incertitude », a-t-elle dit, sa voix claire malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. « Je ne savais pas si mon fils était vivant quelque part, s'il avait besoin d'aide, s'il pensait à moi. Maintenant je sais. Il a pensé à moi jusqu'à la fin. Il a essayé de protéger ses jeunes. Il a échoué, mais il a essayé. Et dans ces derniers jours, même brisé, même mourant, il a pensé à nous, les familles. Il a voulu nous donner une réponse. Mathieu, mon fils, je te pardonne. Je t'ai toujours pardonné. » Les parents d'Antoine Mercier, vieillis et marqués par les années, ont tenu à parler également. Jean-Paul Mercier, maintenant âgé de 73 ans, s'est exprimé d'une voix chevrotante. Antoine était impulsif, têtu, toujours prêt à contester les décisions. Je sais, d'après les notes de Julien, qu'il n'était pas d'accord avec le choix de Mathieu de prendre ce raccourci. Mais il l'a suivi quand même, parce qu'il faisait confiance à son instructeur. Il avait 16 ans. Il méritait de vivre, de grandir, d'avoir des enfants, de vieillir. Mais je ne peux pas haïr Mathieu Laurent. C'était lui aussi un enfant, à peine plus âgé qu'Antoine. Il a fait une erreur terrible, irréversible, mais ce n'était qu'une erreur, et il en est mort. André et Martine Renard, les parents de Julien, ont exprimé leur gratitude pour le carnet que leur fils avait tenu jusqu'à la fin. Grâce aux mots de Julien, nous savons ce qui s'est passé, a dit André. Nous n'avons plus à imaginer 1000 scénarios horribles. Nous savons que nos enfants étaient ensemble, qu'ils se soutenaient mutuellement. Dans les dernières notes de Julien, il écrivait que Sophie tenait la main de Claire, qu'Antoine essayait de faire rire Nicolas pour le garder éveillé, que Mathieu leur promettait que tout irait bien. Il n'était pas seul. C'est une consolation maigre, mais c'en est une. Après la cérémonie religieuse, un cortège de plus de 1000 personnes a accompagné les cercueils jusqu'au cimetière de Colmar. Une section spéciale avait été préparée. 6 tombes côte à côte, sous un grand chêne. Les pierres tombales étaient simples, gravées des noms, des dates de naissance et d'une date de mort commune. Juin 1989. Entre les tombes, un monument collectif avait été érigé. Une sculpture en bronze représentant 6 jeunes en tenue de scout, regardant vers les montagnes. L'inscription sur le monument disait « Partis ensemble, perdus ensemble, retrouvés ensemble. Puisse-t-il reposer en paix ?» Dans les semaines qui ont suivi, les médias ont largement couvert la résolution de l'affaire. Les journaux ont publié des analyses détaillées de ce qui s'était passé. Des experts en psychologie ont discuté du phénomène de la culpabilité paralysante. Des spécialistes de la montagne ont expliqué comment même des randonneurs expérimentés pouvaient se perdre dans certaines conditions. L'histoire est devenue un cas d'étude dans les formations de guides de montagne et d'instructeurs scouts. Un rappel tragique que la montagne ne pardonne pas les erreurs, même minimes. Le procureur de la République a publié un communiqué officiel concluant qu'aucune poursuite criminelle n'était appropriée. Il s'agit d'une tragédie, pas d'un crime, déclarait le document. Mathieu Laurent a fait preuve d'un manque de jugement qui a eu des conséquences catastrophiques, mais il n'y avait aucune intention malveillante. Sa mort volontaire ou involontaire dans cette ravine constitue déjà la plus sévère des punitions. Le capitaine Henri Colmar, maintenant âgé de 70 ans, a été interviewé par plusieurs journaux. « J'ai vécu avec cette affaire pendant 27 ans, a-t-il confié. Chaque année, le 15 juin, je pensais à ces 6 personnes et je me demandais où elles étaient. Maintenant, nous savons. Ce n'est pas la conclusion que j'espérais il y a 27 ans. J'espérais les retrouver vivants, bien sûr, mais au moins, les familles ont des réponses. Au moins, ils peuvent pleurer dignement. » Le lieutenant Thomas Bergeron, qui avait rouvert l'enquête, a reçu une citation pour son travail méthodique et sa sensibilité envers les familles. Mais il a refusé toute célébration publique. « Je n'ai fait que mon travail », a-t-il déclaré. Et franchement, sans la découverte fortuite du docteur Beaumont, nous ne saurions toujours rien. C'est la géologue qui mérite les remerciements. Élise Beaumont, la géologue qui avait trouvé la boussole, a été profondément affectée par le rôle qu'elle avait joué dans cette histoire. « Je faisais simplement mon travail de recherche », a-t-elle expliqué lors d'une interview.
Quand j'ai trouvé cette boussole, je ne pouvais pas imaginer l'ampleur de ce que cela allait révéler. Savoir que j'ai aidé ces familles à trouver la paix, c'est quelque chose que je porterai avec moi toute ma vie. Les mois qui ont suivi ont apporté une forme de guérison aux familles, aussi imparfaites soient-elles. Marie-Laurent a créé une fondation au nom de son fils, destinée à financer des équipements de sécurité pour les groupes scouts et à former les jeunes instructeurs sur les dangers de la montagne. Mathieu ne peut pas revenir, a-t-elle dit lors de la création de la fondation, mais peut-être que son histoire peut empêcher d'autres tragédies. Le groupe Scout Saint-Martin a organisé une cérémonie commémorative spéciale en septembre 2016. Un nouveau local scout a été inauguré avec une salle dédiée à la mémoire des 6 disparus. Sur les murs, des photos d'eux pendant leurs années scouts, souriants, pleins de vie et d'espoir. Une plaque rappelait leur histoire, non pas comme un avertissement morbide, mais comme un hommage à leur passion pour la nature et l'aventure. André Renard, qui avait fondé l'association d'aide aux familles de disparus après la perte de son fils, a continué son travail avec une énergie renouvelée. Nous avons eu la chance, si on peut appeler ça ainsi, d'avoir des réponses, a-t-il expliqué. Mais il y a des centaines, des milliers de familles en France qui attendent toujours. Notre mission est de les aider, de faire pression pour que les dossiers restent ouverts, pour que la recherche continue. En octobre 2016, une nouvelle stèle a été installée à l'endroit exact où la boussole avait été trouvée, accessible par un nouveau sentier balisé créé spécialement. Le sentier s'appelle maintenant le chemin du souvenir. La stèle porte une simple inscription. Ici a été retrouvée la boussole de Mathieu Laurent en avril 2016, menant à la découverte de 6 jeunes disparus depuis 27 ans, qu'ils reposent en paix. La ravine elle-même a été laissée intacte, marquée uniquement par une petite croix en bois que les familles remplacent chaque année. C'est devenu un lieu de pèlerinage silencieux pour ceux qui veulent se recueillir, un rappel sobre de la fragilité de la vie et de l'impitoyable beauté des montagnes. 1 an après la découverte, en avril 2017, les 6 familles se sont réunies au cimetière de Colmar pour le premier anniversaire de la résolution de l'affaire. Ils ont déposé des fleurs sur chaque tombe, puis se sont tenus ensemble, main dans la main, devant le monument collectif. Ils ne se voyaient plus seulement comme 6 familles séparées par le deuil. Ils étaient devenus une famille élargie, liée par une tragédie partagée et une guérison commune. Marie-Laurent, alors âgée de 70 ans, a pris la parole. Pendant 27 ans, nous avons vécu dans les ténèbres, ne sachant pas, imaginant le pire. Maintenant, nous sommes dans la lumière de la vérité. Cette vérité est douloureuse, mais elle est libératrice. Nos enfants sont morts ensemble, ils sont enterrés ensemble. Et maintenant, nous pouvons vivre ensemble avec leur mémoire, sans le poids de l'incertitude. C'est notre façon d'honorer leur vie. L'histoire des 6 disparus des Vosges est devenue partie intégrante de l'identité collective de l'Alsace. Dans les écoles, les professeurs racontent cette histoire, non pas pour effrayer, mais pour enseigner la responsabilité, l'importance de la préparation et le respect de la nature. Dans les formations de guides de montagne, le cas est étudié en détail, analysant chaque décision de Mathieu, identifiant les moments où un choix différent aurait pu changer le cours des événements. La boussole elle-même, après avoir servi de pièce à conviction, a été restituée à Marie-Laurent. Elle l'a donnée au musée d'histoire locale de Colmar, où elle est exposée dans une vitrine spéciale, accompagnée de photos des 6 disparus et d'un texte explicatif racontant l'histoire complète. Des milliers de visiteurs s'arrêtent devant cette vitrine chaque année, contemplant cet objet ordinaire qui a joué un rôle si extraordinaire. Dans les Vosges, les randonneurs qui empruntent le chemin du souvenir font souvent une pause près de la stèle. Certains laissent des petites pierres, une tradition ancienne de respect pour les morts. D'autres écrivent des messages dans un registre placé dans une boîte étanche près du monument. « Reposez en paix », écrivent certains. « Nous ne vous oublierons jamais », écrivent d'autres. « Que votre histoire nous rende plus prudents », note un randonneur expérimenté. La montagne, elle, reste impassible. Les Vosges continuent leur existence millénaire, indifférentes aux drames humains qui se jouent sur leur pente.
Les sapins poussent, le vent souffle, la neige tombe en hiver et fond au printemps. La ravine, où 6 jeunes sont morts, est maintenant recouverte d'une végétation luxuriante, la nature ayant repris ses droits. Seuls ceux qui savent tout chercher peuvent encore trouver les traces de ce qui s'est passé là il y a plus de 3 décennies. Et parfois, lors des randonnées dans cette région reculée, les marcheurs s'arrêtent et écoutent le silence des montagnes. Dans ce silence, certains croient entendre des échos du passé, des rires de jeunes qui aimèrent la nature, le son d'une boussole qu'on consulte, le murmure d'excuses qu'un jeune homme tourmenté adresse à ceux qu'il n'a pas pu sauver. Ce ne sont que des imaginations, bien sûr. Mais dans les montagnes, où le temps semble parfois suspendu, la frontière entre le passé et le présent peut paraître étrangement poreuse. Cette histoire nous rappelle que les tragédies les plus profondes naissent souvent des meilleures intentions. Mathieu Laurent n'était pas un monstre, juste un jeune homme qui a fait un mauvais choix avec des conséquences irréversibles et qui n'a pas pu vivre avec le poids de cette erreur. La boussole retrouvée 27 ans après le drame a finalement offert aux familles ce qu'elles cherchaient depuis près de 3 décennies. Non pas le retour de leurs êtres chers, mais la vérité et la possibilité de faire leur deuil dignement. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous remarqué les indices tout au long du récit qui pointaient vers cette conclusion tragique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Laissez un like si ce récit vous a ému et partagez-le avec quelqu'un qui apprécie les histoires vraies qui nous font réfléchir sur la nature humaine et ses complexités.